Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur BDM TV. Aujourd'hui, nous sommes au Pré-Catelan, le restaurant assez connu du Bois de Boulogne, pour une soirée spéciale, un dîner assez particulier ayant pour fil rouge l'insertion des jeunes. Comment les entreprises aident-elles les jeunes à s'insérer en matière d'emploi? Beaucoup d'interviews sur cette thématique-là et c'est maintenant. Bonjour Enis, quel est ton parcours? Moi j'ai passé un M2 d'histoire, toujours très valorisant, et j'ai une formation de documentaliste. Donc actuellement je suis en stage à côté, j'aimerais, comme tout le monde... quand même en stage là. Quand même en stage, ouais. Mais comme tout le monde, j'aimerais trouver un emploi. Donc tout l'avantage de ce genre de soirée. J'étais convié par intermédiaire de l'organisation Nos Quartiers ont du talent. Donc c'est une organisation qui s'occupe d'essayer d'insérer les jeunes de Seine-Saint-Denis, de quartiers difficiles ou qui ont pas réussi à s'intégrer par le système universitaire, par le système éducatif français. Donc essayer de les insérer dans le marché du travail via un système de parrainage. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est de nous présenter des parrains. Et donc voilà, ils nous aident en nous présentant leur réseau, ou pour essayer de nous aider pour rédiger notre CV ou des entretiens, voilà, des entraînements d'entretien. Voilà. La soirée s'intitule Gagner ensemble avec la jeunesse pour un nouvel élan. Est-ce que tu y crois à ça? Je ne saurais pas dire, ça fait pas longtemps que le nouvel gouvernement est en place, il y a une crise économique, normalement ils peuvent bénéficier d'un bel élan. Après, je peux rien dire. T'es optimiste quand même? Je suis obligé d'être optimiste, ça peut pas être pire. Alors, bonsoir, vous êtes président cofondateur de l'association Nos Quartiers ont des talents. Tout à fait. Pouvez-vous nous parler de cette association? Alors, Nos Quartiers ont des talents, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 6 ans, en partant du constat que dans les quartiers populaires, on avait un vivier inexploité de jeunes talentueux qui réussissent en fait à obtenir des diplômes à haut niveau dans l'adversité et parallèlement qui ont un mal fou en fait à accéder au marché du travail. Ces jeunes qui devraient finalement devenir des valeurs d'exemple pour les autres, s'ils ne trouvent pas de travail alors qu'ils ont passé des années en fait, à faire des études supérieures, ils deviennent des contre-exemples et ils vont donner raison finalement aux jeunes qui vont décrocher très très tôt. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte de localiser ces jeunes et puis de leur donner le maximum de chances d'accéder au marché du travail. Quelles sont les raisons de cet échec de ces jeunes justement? Alors, ils sont pas en échec dans la mesure où l'échec pour arriver à trouver un emploi. À trouver un emploi. Alors, il y a une étude qui a été faite, qui est factuelle, qui date de 2005, de l'Observatoire des discriminations, qui dit que les jeunes hauts diplômés des quartiers populaires, Bac plus 4 et au-delà, moins de 30 ans, ont jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Alors, sur quels critères? Sur des critères, le quartier, l'adresse, le code postal, ils sont comme on dit en délit de code postal et on ne va pas forcément étudier leur CV en priorité. Ils sont issus d'universités populaires, donc on va plutôt prioriser les grandes écoles et puis il y a l'origine ethnique, il y a tout un tas de critères voilà, qui ressortent de l'étude. Mais un des principaux critères de discrimination, ça va être aussi l'orientation. Ces jeunes vont suivre des études dans des domaines où, par défaut au départ, ils n'ont pas l'information qui va bien et donc ils vont être dans une orientation subie et pas choisie. Et l'orientation est aussi un des critères de discrimination par manque d'information. Voilà. Alors, quel est le fonctionnement de votre association? Quelle aide vous apportez à ces jeunes justement pour trouver un emploi? Alors, le principe est d'une simplicité absolue. En fait, il manque peu de choses à ces jeunes. Ils ont réussi, comme on dit, dans l'adversité, à aller très très loin, dans des conditions difficiles. C'est qu'ils ont la niaque, ils ont un potentiel fou. Il leur manque 2 choses principalement. 1, la confiance, parce que finalement, alors qu'ils ont fait des études, ils se retrouvent finalement écartés du marché du travail, ils perdent confiance en eux. Et puis le deuxième volet manquant, cruellement à ces jeunes, c'est un réseau. Donc on va faire en sorte de leur apporter ces deux fondations, la remise en confiance et le réseau. Alors de quelle manière? On a constitué un réseau de parrains, on a recruté de manière bénévole et spontanée des parrains dans des entreprises et c'est des cadres supérieurs, des managers, voire des présidents ou des membres de conseil d'administration d'entreprises qui ont pignon sur rue, qui vont donner 2 heures de leur temps par mois à chaque jeune qu'on va leur affecter, en fait,
un jeune se voit affecté quand il rentre dans notre dispositif un parrain et qui va donner 2 heures de son temps. Et donc il y a une affectation qui se fait, qui plus est en fonction des compétences du parrain et de la filière du jeune. Un jeune par exemple qui a un master en marketing, il va se retrouver avec un directeur du marketing d'un grand groupe. Le parrain qui va en fait donner 2 heures de son temps jusqu'à ce que son filleul trouve un emploi, va apporter 2 choses. La première chose, il va remettre en confiance son filleul en revoyant son projet professionnel, en l'aidant à refaire son CV, en lui redonnant confiance en lui avec des entretiens recruteurs-recrutés, etc. Donc ils vont jouer le jeu ensemble. Et quand il va se rendre compte que son filleul, qui est en fait dans le même domaine d'activité que lui, c'est une pépite, parce qu'il parle le même langage, il ne va pas hésiter une seconde, il va ouvrir son réseau, tout simplement. Donner des contacts. Et donner les contacts utiles qui vont en fait permettre aux jeunes de trouver un emploi. Et ça marche. Quel est le bilan justement? Est-ce que vous avez déjà des chiffres? On a des chiffres excessivement concrets, puisque quand on a lancé l'opération en pilote il y a maintenant 6 ans, on a fait un pilote avec 200 jeunes sur la cible Bac+4 et au-delà, moins de 30 ans, résidant dans les quartiers populaires. On avait 80 entreprises qui ont joué le jeu avec nous, on avait 30 parrains qui se sont mobilisés, donc on avait très peu de parrains au départ, on a pris 4-5 jeunes chacun au départ pour lancer le dispositif. Et en fait, au bout de 6 mois, sur les 200 jeunes, 60% avaient trouvé un emploi à la hauteur de leur qualification. Alors, le benchmark, puisqu'on a un benchmark pour pouvoir comparer en fait, c'est qu'à l'époque, en fait, l'éducation nationale nous avait donné ces statistiques qui étaient que 51% des hauts diplômés au niveau national trouvaient un emploi au bout de 11 à 12 mois. Là, on a fait un peu plus que la moyenne nationale, c'est-à-dire 60% au lieu de 51%. Et on a obtenu en fait un placement en 2 fois moins de temps, c'est-à-dire 6 mois au lieu de 11-12 mois, dans un environnement où les jeunes ont jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Ça veut dire coefficient 10, globalement, si je simplifie à l'extrême, pour les plus difficiles. Ça, c'est sur les dernières années? Alors ça, c'était sur le pilote il y a 6 ans. Oui, parce que la crise est passée par là. La crise est passée par là, mais on a continué. Oui. Fort de ces résultats, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. Là, les résultats sont fantastiques. On a finalement boosté x10 le pourcentage de chances de ces jeunes de trouver un emploi. On a accéléré, on a eu des soutiens très forts. On a eu Bruno Leroux, par exemple, qui était le député de la circonscription, qui est aujourd'hui maintenant président du groupe PS à l'Assemblée, avec qui on a travaillé l'opération. Et on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. On a Laurence Parisot qui nous a également soutenus. Donc on a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues nous soutenir. On a eu également les institutionnels qui nous ont soutenus. Et surtout, on a eu Pôle emploi, à l'époque c'était la NPE, avec qui on a signé une charte pour le sourcing des jeunes. Pour trouver ces jeunes, en fait, c'est Pôle emploi, avec qui on a un partenariat aujourd'hui excessivement fort, qui va nous trouver les jeunes qui correspondent à nos critères. C'est-à-dire, en gros, les jeunes qui sont en délit de code postal et qui ont un haut potentiel, qui ont un Bac+4 minimum. Et donc, aujourd'hui, on a, en l'espace de 5 ans, suivi plus de 14 000 jeunes. Et sur les 14 000 jeunes, on a un taux de placement qui est passé de 60% à 75%. Donc voilà, c'est CQFD. Et là, on ne peut plus s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est en train d'accélérer. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on a sur la promo de cette année, on est sur un nombre de 5 000 jeunes sur l'année. On a étendu le dispositif au niveau national puisqu'on a ouvert en fait des représentations du dispositif en région Rhône-Alpes, en région bordelaise, en région toulousaine. On vient d'ouvrir PACA à Marseille et on a ouvert également la région Nord à Lille. Et donc notre objectif, c'est dans les 5 ans qui viennent de suivre 20 000 jeunes par an pour leur permettre effectivement d'accéder au marché du travail et puis surtout pour inciter tous les jeunes des quartiers à faire comme eux et finalement à tirer la France par le haut, quoi. Voilà. Alors Monsieur Savalder, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes PDG du groupe Sogeti. Vous avez aidé l'association Nos quartiers ont des talents. Personnellement, c'est une cause qui me touche parce que je suis un des rares, un de ces quelques dirigeants du CAC 40 qui n'est pas le bac. J'ai démarré dans l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Capgemini, Sogeti étant une des divisions où probablement vous n'étiez pas né, c'était il y a 34 ans. Et je sais que
le problème du jeune en difficulté dans le monde de l'emploi, puisqu'on est un des pays qui avons les taux les plus délirants de non-emploi de jeunes en Europe occidentale ou même dans le monde occidental. Et donc on ne peut pas rester insensible à ça, parce qu'on court le risque d'avoir des générations qui soient perdues. Et dont l'entreprise a une responsabilité là-dedans à assurer. Surtout lorsqu'on est dans des domaines comme la haute technologie, qui sont des domaines qui bougent très très vite. Très pointu. Très pointus, mais en même temps on s'aperçoit, si vous regardez le monde du digital, le monde internet, on n'a pas nécessairement fait des études pour démontrer une compétence, donc on est à l'affût de toutes les énergies, indépendamment de la manière dont elles sont diplômées, et on regarde tout. Mais il faut faire de la place dans l'entreprise pour cette jeunesse. Alors, quelles sont les aides? Eh bien, on le fait à travers les programmes de parrainage. Donc par le biais de l'association. Par le biais de l'association Nos Quartiers ont du talent, le biais des parrainages, on s'investit dans les programmes. On est très, très à l'écoute de ce type de programme parce que la rencontre éducation-jeunesse est pour nous très importante. Et sur les mesures qui vont certainement suivre par rapport au gouvernement Ayrault, je pense notamment au contrat de génération, est-ce que c'est ce genre de mesures que vous attendez aussi? De toute façon, on a été un des initiateurs il y a plus de 20 ans de ça dans les mesures d'apprentissage. Parce qu'on considère que le mélange formation didactique et formation dans l'entreprise est un mélange extraordinaire. Ça permet aux jeunes de se confronter avec l'entreprise. Donc on est tout à fait à l'écoute de ces mesures que le nouveau gouvernement va présenter. Pour être candide, je ne les connais pas pour l'instant, mais on regarde ça et on attend de voir comment on peut intégrer tout ceci dans l'entreprise. Il me semble qu'aujourd'hui, dans notre pays, le sort de la jeunesse est quelque chose de particulièrement important. Donc François Hollande en a fait une des priorités de son quinquennat et je pense que c'est tout à fait d'une manière qui est satisfaisante, qui est nécessaire. En effet, dans notre pays, qui est quand même des pays les plus avancés du monde, il est quand même dommage de constater que notre jeunesse n'a pas le sentiment d'avoir la place qui lui est due. Je pense notamment à la jeunesse qui grandit dans les quartiers populaires et dont on peut se rendre compte qu'elle a parfois des difficultés pour terminer des études dans des conditions satisfaisantes. On doit se rendre compte aussi qu'elle a des difficultés à accéder à l'emploi dans des conditions qui lui paraissent équitables. Quand on voit que 150 000 jeunes, chaque année, quittent le système scolaire sans qualification et sans que ça soit sanctionné par un diplôme, on se dit qu'en quelque part, notre système éducatif, bien qu'il cherche l'égalité pour tous les jeunes, en quelque part a des lacunes. J'en parlais tout à l'heure avec le responsable de l'OCDE, M. Leterme, et effectivement, les classements qui sont faits par l'OCDE, les fameux classements PISA, nous montrent que nos jeunes, malgré le dévouement des enseignants, malgré les budgets qui sont consacrés à l'éducation, eh bien malheureusement, nos jeunes n'arrivent pas à avoir des résultats dans les enquêtes comparatives qui soient égaux à ceux des autres Européens. Plus grave, ce qui est préoccupant pour nous qui sommes des démocrates, c'est que les jeunes dans les quartiers populaires, les jeunes des familles défavorisées ont des résultats qui sont incomparablement inférieurs à ceux des jeunes des quartiers plus favorisés. Par exemple, si vous êtes d'une famille de cadre supérieur, vous avez 40 fois plus ou 10 fois plus de chances d'accéder à un bac S que si vous êtes d'une famille dont le chef est ouvrier non qualifié. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pour essayer de pallier à cette anomalie. Et que voit-on? On voit que ces dispositifs, notamment tous les dispositifs d'éducation prioritaire, au lieu d'atténuer les écarts, finalement, n'arrivent pas du tout à régler le problème. Donc si vous avez des écarts qui existent au niveau du CP, vous allez les retrouver identiques
au niveau du CM2 et vous allez les trouver accrues au niveau de la 3e. Donc ça signifie que notre école ne parvient plus à combler les handicaps qui sont dus aux inégalités sociales. Donc il me semble que dans un pays comme le nôtre, c'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Et c'est la raison pour laquelle je crois que créer un ministère de la réussite éducative était quelque chose qui était indispensable, en tout cas nécessaire, bien que ma nomination ait été accueillie par une partie de la presse avec des interrogations, même quelquefois un peu ironiques. Donc moi je pense que notre pays ne peut pas se satisfaire d'une telle situation. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous mettions en place des dispositifs qui corrigent ces inégalités de départ. Et je pense que c'est important, non seulement pour que tous nos jeunes, ou en tout cas un maximum de jeunes, parviennent à un niveau de qualification et le meilleur possible, parce que de la sorte, ils accéderont à un emploi qui sera satisfaisant. Nous savons bien qu'aujourd'hui, si nous voulons que notre pays gagne la bataille de la compétitivité économique, il a besoin d'avoir une jeunesse particulièrement bien formée. Donc lorsque nous disons qu'on ne peut pas se satisfaire du fait qu'une partie de nos jeunes ne réussissent pas à l'école, cela signifie que nous nous battons pour que notre pays arrive à être le plus compétitif sur le plan économique. Je pense aussi que c'est une bataille qui tient à ce que nous souhaitons que le pacte républicain soit respecté. Si vous avez une partie des jeunes qui pensent qu'ils ont moins de chances d'accéder à l'éducation, qu'ils ont moins de chances surtout une fois qu'ils cherchent un emploi parce qu'ils n'ont pas les bonnes qualifications, qu'ils ont moins de chances d'accéder à un emploi, eh bien c'est le pacte républicain tout entier qui est écorné. Par conséquent, se battre pour la réussite éducative, c'est faire en sorte que la confiance dans notre pacte républicain soit la plus large possible et que par conséquent, la paix sociale soit la meilleure possible. Alors comment y arriver? Bien entendu, il s'agira de travailler à l'intérieur de l'éducation nationale. Nous savons bien qu'un certain nombre de dispositifs ont été mis en place et d'abord, il convient de faire le bilan, de voir ce qui a été fait et par conséquent, de voir ce qu'il faut garder, puisque je ne pense pas qu'il faille jeter tout ce qui a été fait auparavant, mais il faudra voir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce que nous devons réorienter. Par ailleurs, il faudra travailler avec d'autres ministères. La réussite éducative, c'est aussi travailler avec le ministère de la Famille, c'est travailler avec les affaires sociales, c'est travailler avec le ministère de la Ville, puisqu'il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels la réussite éducative est plus difficile qu'ailleurs. C'est travailler avec les associations d'éducation populaire qui s'occupent de nos jeunes une fois qu'ils ont quitté l'école, et c'est travailler avec les collectivités territoriales qui prennent en charge les jeunes à l'issue de l'école. Donc vous voyez, au total, c'est une activité, c'est un travail fascinant, c'est un travail que je crois important pour l'ensemble de la collectivité, et en tout cas, c'est un travail dans lequel je suis sûre que vos structures seront prêtes à nous épauler. Je sais que vous êtes préoccupés de l'avenir de la jeunesse, et sachez que ce que vous allez initier en la matière, les projets que vous avez à cet égard seront tout à fait suivis avec attention par mon ministère, parce que je pense que nous ne pouvons pas, éducation nationale, réussir tout seul. Il faut que la société civile comprenne qu'il s'agit d'un enjeu important pour l'ensemble de la société, et je pense que les initiatives que vous avez l'intention de prendre, ou que vous prenez déjà sur ce sujet, seront tout à fait complémentaires de ce que nous pouvons faire, nous, au niveau du ministère. En tout cas, soyez-en remerciés, et soyez remerciés de m'avoir donné l'occasion ce soir de vous expliquer ce que nous sommes en train d'essayer de lancer au ministère de la réussite éducative. Merci. Quel constat vous faites sur la jeunesse aujourd'hui et quelles sont les mesures envisagées pour elle? Eh bien, je disais que précisément, dans notre pays, on avait le sentiment que la jeunesse a été perçue longtemps et présentée comme une charge ou une menace pour le pays. Alors que la jeunesse est quand même notre avenir et c'est ce que nous avons de plus précieux.
Donc je disais que François Hollande a fait de la jeunesse sa priorité et j'étais contente de constater, de participer à cette tâche, puisque en tant que ministre délégué à la réussite éducative, j'ai pour ambition d'essayer de faire en sorte que les jeunes qui sont dans notre système éducatif puissent en sortir mieux diplômés, mieux insérés dans la société qu'ils ne le sont actuellement. Nous avons quand même 150 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans formation et sans qualification, sans diplôme, et qui ont le sentiment d'être un peu les laissés pour compte de notre société. Donc c'est pour pouvoir essayer de changer cette situation que nous avons décidé de nous investir, de faire le bilan de ce qui existe aujourd'hui comme dispositif pour lutter contre les échecs scolaires, pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient mieux dans leur peau et trouvent mieux leur place dans la société. Est-ce qu'il y aura des dispositifs spécifiques pour les quartiers, par exemple? Alors, vous savez que d'ores et déjà, les dispositifs de réussite éducative ont été installés dans les quartiers politiques de la ville. Donc, il s'y fait des choses assez remarquables. Depuis que j'ai commencé à faire un peu le tour, je constate qu'il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui sont prises par les uns ou par les autres. Simplement, je crois qu'il faut qu'on ait davantage de moyens, il faut peut-être systématiser et faire le bilan. Un certain nombre de dispositifs existants sont peut-être périmés ou ne sont pas efficaces. Il faut que nous fassions la part des choses, que nous voyons dans quel cas il faut conserver, dans quel cas il faut consolider et dans quel cas il faut faire évoluer les dispositifs. Donc ça va être de la concertation, ça va être de... Tout à fait. Nous avons, avec Vincent Payon, nous avons lancé une concertation qui va démarrer là, qui va durer encore tout le mois de septembre. Et à l'issue de la concertation, nous allons tirer les premières leçons pour proposer un projet de loi à l'Assemblée qui va proposer les premières mesures destinées à rectifier le tir. Ça sera une loi d'orientation pour la prochaine période de programmation pour l'éducation. Donc on va avoir un mois de septembre très intense au cours duquel on va avoir à entendre tout le monde, à faire le bilan de ce qui existe et à voir dans quel sens il faut réorienter le système aujourd'hui pour qu'il fonctionne mieux. Je pense que la réussite éducative, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs. Si vous avez des enfants qui sont dans des situations sociales très dégradées, bien évidemment, ça va influer sur la qualité de leur travail. Si vous avez des enfants qui s'interrogent sur leur identité, sur le degré d'acceptation de la société à leur égard, là encore, ça va influer. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui est multifactoriel. Mais je crois que nous allons devoir d'abord vérifier la question des apprentissages. Est-ce que les apprentissages sont totalement adaptés à la manière dont aujourd'hui nos jeunes fonctionnent? Est-ce qu'ils sont adaptés aux jeunes de tous les quartiers? Est-ce que dans les quartiers populaires, ils ne sont pas défavorisés par rapport aux autres? Est-ce que les processus correctifs mis en place sont suffisants, sont adaptés? Donc ce sont toutes ces questions-là que nous allons poser à l'ensemble du système éducatif et nous allons tirer quelques mesures principales qui devront être mises en œuvre pour essayer d'améliorer la situation. En tout cas, je crois qu'on doit saluer l'investissement des équipes éducatives parce que dans la plupart des quartiers où je suis allée, j'ai vraiment vu des gens motivés, des gens qui faisaient des choses assez remarquables sans compter leur temps. Et il me semble que c'est d'abord en s'appuyant sur ces enseignants formidables, ces associatifs formidables, que nous allons pouvoir faire évoluer la situation. Moi, je voudrais juste dire deux petits mots. C'est que j'ai aussi un métier, je suis réalisatrice de documentaires très engagés et notamment sur la question des discriminations. J'ai fait il y a quelques années un film qui s'appelle Le plafond de verre, qui était d'essayer de montrer justement ces discriminations à l'embauche, en tout cas ce qui est invisible et pernicieux. Donc ce que vient de dire Georges-Paul Langevin, vraiment, je pense qu'elle a fait le tour de la question. Et je voudrais juste dire que par rapport à mon ministère, la francophonie, la défense de la langue française, et aussi, je suis très honorée de porter les valeurs que porte cette langue, c'est-à-dire avant tout une langue de la liberté, une langue de culture et
Et récemment, il y a eu des mots en français dans les révolutions arabes. Les gens se sont exprimés en français, les slogans étaient en français. Donc voilà, je veux dire aussi que cette langue est un fleuve qui réunit les peuples. Donc je suis très honorée d'être là ce soir. La langue française et la francophonie est vraiment en direction de la jeunesse. C'est une langue qu'il faut réveiller. La francophonie, on l'a un peu testé, on se dit tiens, c'est vraiment quelque chose qui est tranquille. Non, c'est une langue, quand je parlais tout à l'heure des révolutions arabes, où je dis que des jeunes ont dit des mots en français, comme dégage, enfin les slogans étaient vraiment en langue française. Là, on va aller très bientôt, enfin je dois aller à Phnom Penh, où on va rencontrer des jeunes sur place. Il y a Haïti qui est très important pour nous, sur toute la jeunesse, sur aussi toute la partie culturelle, le cinéma, les centres culturels. On a tout un projet en direction des jeunes. C'est notre priorité et les jeunes étudiants. Très important. Je pense qu'on a malmené nos étudiants francophones et je pense beaucoup à tout l'espace Afrique avec dans l'ancien gouvernement. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de faire attention. On a dit des mots assez graves. Je pense en particulier à la circulaire Guéant. Et donc, nous avons à colmater, à renouer, à retisser des liens qui sont extrêmement importants pour la France. Et j'imagine que votre expérience de réalisatrice engagée... Exactement. Donc j'ai beaucoup travaillé, je disais, en direction de la mutation de la société. Et c'est vrai que le terrain, moi j'ai beaucoup tourné, aussi bien au Mali, en Indonésie, en Algérie, enfin partout, le monde entier. Mais les questions sociales étaient quand même au centre de mon travail. Et c'est vrai que je vais camper aussi sur ma casquette de réalisatrice. Parmi la population des Français de l'étranger, nous avons énormément de binationaux, donc de jeunes Français qui sont nés à l'étranger, qui ont la double casquette et donc cette richesse incroyable d'être à la fois peut-être malien et français à la fois. Et donc nous occupons bien sûr de formation, d'enseignements pratiques qui peuvent donner du travail à ces jeunes parce qu'aujourd'hui la priorité, et là, c'est le programme politique que j'ai défendu et je suis heureuse qu'il pourra enfin être mis en place. C'est quand même de donner du travail aux jeunes, de s'occuper des jeunes, d'en faire la priorité. Et comment s'effectuent justement les mesures à venir et comment la concertation va s'effectuer pour justement aider ces jeunes français à l'étranger? Bien écoutez, tout d'abord nous avons quelques fonds, une enveloppe qui n'est peut-être pas très très large. Donc l'idée après sera de peut-être rééquilibrer et de faire la promotion justement de ces stages de formation, de cette éducation qui peut aboutir à des diplômes qualifiants et faire que nous avons localement dans différents pays des besoins qui sont exprimés et de pouvoir envoyer des formateurs à partir de la France, ce qui se fait déjà, pour justement que ces jeunes-là aient des diplômes qui ensuite aboutissent sur un travail, sur une profession. Cela leur permet de rester dans le pays où ils sont nés et ils restent néanmoins français et on continue à s'occuper d'eux. Et la tâche, j'imagine, n'est pas plus difficile quand ils sont en France qu'à l'étranger finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai visité l'année dernière certains pays où il y avait une construction assez importante de nouveaux hôtels. Bon, c'est juste l'exemple qui me vient à l'esprit. Et bien là, il y avait une demande, bien sûr, pour le BTP, de jeunes qui travaillent, qui apprennent à construire des immeubles, enfin, à poser des carreaux, à faire de la décoration interne et ainsi de suite. Il y avait une énorme demande localement et on a formé des jeunes au BTP. Ces jeunes étant qualifiés au bout de quelques mois ont tous
trouver du travail et ont pu s'installer dans la vie active après, montrer à des employeurs potentiels qu'ils avaient non seulement un diplôme et étaient qualifiés, mais qu'ils avaient aussi déjà une expérience professionnelle. Et ça, c'est très important. Bonsoir, vous êtes chef d'état-major de l'armée de l'air. Pouvez-vous nous expliquer votre présence ce soir? Tout d'abord, je suis un membre du CEPS et j'en suis très honoré. Et je tâche d'être fidèle à ces soirées de gala pour y rencontrer nos amis et faire fructifier nos idées et trouver des plans d'action concrets. Alors, quelles sont les mesures qui sont sous-jacentes pour la jeunesse aujourd'hui? Vous savez, l'intérêt du CEPS, c'est le mélange des cultures. C'est de partager les bonnes idées et puis de voir ensemble comment la société peut faire avancer ces idées. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, c'est l'insertion de la jeunesse. Et évidemment, les armées ont un rôle essentiel, fondamental, dans le lien avec la jeunesse. Nous recrutons, nous formons, nous éduquons aussi, nous participons à l'éducation. Et nous tenons à ce que cet effort de formation des armées continue, soit de plus en plus efficace vis-à-vis des jeunes, y compris des jeunes défavorisés. Et c'est la contribution que l'armée de l'air peut apporter aujourd'hui, ce soir, et que je peux apporter ce soir à cette soirée du CEPS. Comment s'effectue le recrutement des jeunes dans l'armée de l'air? En fait, nous recrutons à tous les niveaux, que ce soit au niveau des classes supérieures, mais également des jeunes engagés au niveau du CAP, du BEP, que nous formons nous-mêmes. Des jeunes qui veulent s'engager dans l'armée de l'air en l'occurrence. Nous en engageons à peu près un millier chaque année. Et je crois que le bénéfice, c'est surtout que nous les formons. Nous les formons évidemment au cadre, à la discipline militaire, mais surtout à un métier. Et ces jeunes-là s'engagent pour plusieurs années et éventuellement peuvent monter peuvent être promus, peuvent devenir sous-officiers, peuvent devenir officiers. Donc il y a un véritable ascenseur social qui fonctionne au sein des armées et on a une grande adhésion, on a une grande motivation chez ces jeunes. Et est-ce que vous avez pu faire des statistiques, savoir si c'est des jeunes issus des quartiers défavorisés, est-ce que c'est des jeunes issus de la province, des zones rurales? Est-ce que vous avez des statistiques sur ce... Alors évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de la proximité de nos bases aériennes. Mais de plus en plus, puisqu'il y a un effet de connaissance quelque part local, mais de plus en plus, nous avons des centres de recrutement et d'information dans les banlieues. Et nous essayons de faire connaître l'armée de l'air, les armées, de manière à ce que les jeunes sachent que ce sont des portes qui leur sont ouvertes, qu'il n'y a pas d'exclusion et que même sans formation, avec un premier diplôme, ils peuvent rentrer dans l'armée et ensuite monter en fonction de leur potentiel, en fonction de leur volonté, en fonction de leur investissement. Donc c'est sur concours? Non, c'est un choix, un recrutement. Il y a une rencontre. Évidemment, on évalue la motivation du jeune de manière à ne pas le décevoir, ne pas perdre du temps. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Il y a une période probatoire, comme dans toute entreprise, pour que le jeune se sente bien et qu'il voit s'il ne s'est pas trompé. C'est la moindre des choses. Et ensuite, on les forme. On a 6 mois de formation, entre 6 mois et 8 mois de formation. Et puis, les jeunes progressent. Ils choisissent une spécialité. Ils peuvent aussi bien être mécaniciens, commandos, pompiers, secrétaires. Donc, il y a des tas de métiers, en fait, dans nos armées. Et chacun peut y trouver sa voie. Bonsoir, vous êtes directrice des affaires publiques et de la communication de Huawei. Qu'est-ce que Huawei déjà? Huawei Technologies est un équipementier télécom chinois qui s'est développé à l'international dans 140 pays et qui est présent en France depuis 2003 à peu près. Huawei France travaille avec des écoles d'ingénieurs françaises, notamment Polytechnique et l'Essier. L'Essier est une école d'ingénieurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On est partenaire de ces deux écoles et notre objectif à travers ce programme est d'aider des jeunes diplômés français à se développer sur notre métier qui est les télécoms. Et ils passent à peu près un mois en Chine
avec le soutien de Huawei. Via des workshops, des séminaires. Donc c'est très intense, hein. C'est un programme de travail assez intense. C'est comme un stage en quelque sorte en Chine. Le siège social est à Shenzhen. Et donc ils passent un mois à Shenzhen et ils sont mis en situation sur des travaux pratiques très concrets avec des employés de Huawei, mais également des experts locaux, des Chinois, des professeurs des universités locales. Et notre objectif, bien sûr, à terme, est de recruter des jeunes diplômés français issus de ces écoles d'ingénieurs. En Chine, c'est de la formation, de l'alternance. Quel statut ils ont, les jeunes c'est pas un programme office. C'est un séminaire de travail qui est créé totalement dirigé par Huawei. Et c'est comme si vous, par exemple, proposez un stage ou un séminaire de travail à des étudiants qui partent en Chine pendant un mois. Donc il y a une immersion dans l'entreprise avec une présentation des métiers, une présentation du secteur, des différentes activités de l'entreprise, et on les met en situation de travail. Et ça, c'est pris en charge par votre société? Totalement. Tout leur séjour est pris en charge avec une forme d'immersion culturelle qui est importante, puisqu'on les envoie en Chine aussi pour qu'ils aient cette opportunité. Et donc, en fait, le jeune qui peut nous écouter à cet instant, comment il fait pour justement accéder à ce genre enfin pas de stage, mais de formation sur le terrain? Bien sûr. Alors c'est pour cette raison qu'on travaille avec certaines écoles. Et donc on a commencé l'année dernière, il y a 2 ans, avec Polytechnique. Donc des polytechniciens sont partis à Shenzhen dans le cadre de ce programme. Et on veut développer ce programme à d'autres écoles. Donc on commence à prendre contact avec l'ESSIE, donc qui est une école d'ingénieurs de la CCIP. Et on souhaite bien sûr étendre à d'autres universités, d'autres écoles. Est-ce qu'il y a un bilan oui, combien de jeunes sont employés au terme de ce partenariat? On est au démarrage, on est à la 2e année, et on espère que bien sûr c'est qu'à terme on ait davantage d'étudiants qui rentrent chez Huawei en priorité, ou bien sûr qui trouvent des opportunités des opportunités d'emploi dans d'autres entreprises, dans le secteur. Bonsoir Monsieur le maire, vous êtes le maire de Neuilly-sur-Seine. Comment, au niveau de votre ville, vous aidez la jeunesse? Oui, par exemple, on a monté quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on a mobilisé toutes les grandes entreprises de la ville, M6, Chanel, Deco, Clarins, etc. Et on leur dit, mettez chacune un bureau à disposition gratuitement pour accueillir des jeunes qui montent un projet dans les nouvelles technologies. C'est extrêmement simple, ça coûte 0 à la collectivité, 0 aux contribuables. Et il y a comme ça dans toute la ville des bureaux disponibles dans toutes les plus belles entreprises installées à Neuilly, mais l'idée pourrait fonctionner partout. Et on sélectionne tous les trimestres des jeunes qui ont des projets intéressants, pertinents. Par quel organisme, par quel biais? Par un jury ad hoc qu'on a monté avec des entrepreneurs, des financiers, des gens qui ont une capacité de lecture des projets. Et puis on dit aux jeunes, ben voilà, on te donne une chance, tu vas pendant 2 ans, tu vas être logé chez M6. Toi, pendant 2 ans, tu vas être logé chez Chanel. Pendant 2 ans, tu vas être logé chez Deco ou ailleurs. Et ils ont 2 ans pour vraiment donner corps à leur projet avec l'aide de tout un écosystème qui va les entourer. Et quel est le bilan que vous tirez de... Est-ce que c'est relativement récent ce dispositif? Ça a 2 ans et ça marche très très bien. Et ça intéresse tout le monde, les grandes entreprises parce que c'est un laboratoire, la ville parce que ça permet de créer une véritable dynamique de renouveau économique, et puis les jeunes parce que avoir des locaux gratuits, bon, c'est déjà en soi un avantage, mais être en plus dans ces grandes et prestigieuses entreprises qui mettent tout un tas de moyens à leur disposition, c'est un effet de levieu formidable. Et ceci aboutit à un emploi du jeune qui est c'est généralement... les jeunes qui montent leur boîte, hein, oui. Donc après ils recrutent d'autres jeunes, mais c'est d'abord des jeunes qui ont comme ça l'occasion de lancer un projet. Donc c'est ce genre de dispositif que la ville entreprend? Oui, exactement. On soutient beaucoup la création d'entreprises, l'initiative. Vous voyez, l'État a des dispositifs d'aide sociale, etc. Nous, on focalise beaucoup plus notre dispositif sur l'initiative, aider des jeunes à lancer des initiatives. Je crois que si on sortira de la crise économique, ce sera en investissant et en donnant des chances, en libérant les talents humains, le capital humain. Et donc le fait que le CPES s'y attelle et organise cette soirée et donne l'occasion aussi aux jeunes de se présenter au monde industriel, aux employeurs, c'est une très très bonne chose. Quelles sont les mesures, les initiatives que vous attendez dans ce domaine? Ce qu'il faut surtout, c'est le temps après l'apprentissage et vers le premier emploi qui ne soit pas trop long. Nous avons pour l'instant dans l'Europe, dans la zone de l'euro, nous avons des pays où le chômage des jeunes est au-delà des 50%.
Et ces jeunes deviennent très très vite des chômeurs de longue durée, après 2-3 ans, et sont donc totalement déphasés du marché de l'emploi. Et ce qu'il faut faire, c'est trouver des nouvelles formules pour que ces jeunes qui quittent l'école, par exemple en alternance, puissent tout de suite avoir une certaine expérience, tout en se formant, tout en se reformant. Et donc, il faut instaurer les politiques nécessaires à ce sujet. Et d'après vous, d'où viennent les difficultés finalement? La difficulté majeure, naturellement, c'est le ralentissement économique, c'est le fait qu'il y a moins de vacatures, il y a moins d'emplois. Mais bon, chaque fois qu'il est possible, il faut essayer de ramener les jeunes vers le marché de l'emploi, vers une activité utile et qui, outre l'utilité, leur donne aussi la possibilité d'accomplir, de renforcer leur formation. Vous pensez que contrat type contrat de génération, contrat d'avenir sont des bonnes pistes? Nous, en tant qu'OCDE, nous laissons naturellement aux États membres le choix souverain des instruments. Ce qui est important, c'est qu'on mette en place des systèmes où les jeunes ne restent pas trop longtemps dans le chômage sans être insérés, sans être dans un programme de formation ou sans être dans un premier emploi. Le cas échéant, en alternance, 50% par exemple de formation, 50% d'emploi, mais de travail. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas déphasés du marché de l'emploi. Il est beaucoup plus cher pour la société, beaucoup plus coûteux pour la société de ramener quelqu'un vers le marché de l'emploi que de subventionner, de soutenir un peu le maintien d'un jeune sur un poste. Bonsoir Sophie, tu as été aidée par l'association Nos quartiers ont des talents. Quel est ton parcours? Alors moi je suis dans la gestion culturelle, donc j'ai un parcours de droit spécialisé dans la culture et en histoire de l'art. Comment as-tu connu l'association? Via le Pôle emploi, voilà. Ils sont venus directement faire une session de présentation au Pôle emploi pour les jeunes diplômés. Et savais-tu qu'il y a à avoir ce genre de dîner qui t'amène dans le cercle, on dirait un cercle d'affaires presque? Pas du tout. Une surprise? Pas du tout, non, moi je ne m'attendais pas à ça. J'ai surtout sauté sur l'occasion parce que le CEPS a un engagement dans l'art. Et c'est ce qui m'intéressait justement. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est assez spécialisé au niveau de l'économie, c'est pas vraiment mon domaine, mais parce qu'il y a un engagement aussi pour l'art. Toi, tu cherches dans l'art? Ah oui, oui, oui. Et quel poste exactement? Moi, je suis dans la gestion, administration culturelle, donc chargée de mission ou chargée de production, plus dans le spectacle vivant, dans des théâtres ou dans le secteur du patrimoine aussi. Voilà. Donc tu es dans une table où j'imagine que tu as des interlocuteurs qui Alors, sont issus de... je suis à côté en effet d'une réalisatrice. Ensuite, ma table elle est pas si... Il y a une personne qui est dans la restauration. Ouais. Donc voilà, c'est assez diversifié pour le moment. On te souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Alors moi, mon parcours il est assez atypique. J'ai commencé par un CAP et un BEP en mécanique automobile. Donc par la suite, j'ai intégré un bac en mécanique automobile. Je n'ai rien contre les métiers manuels, mais je pensais, pour moi, je ne pouvais pas avoir un épanouissement dans ce secteur-là. Donc après, j'ai décidé d'intégrer une école de commerce, donc le cursus classique, un BTS en négociation relations clients. Ensuite, j'ai fait une licence en marketing et un master en ingénierie d'affaires. Donc en parallèle, je travaillais dans un cabinet de conseil en intelligence économique. Et donc ça consistait à de la recherche d'informations. Et je me suis dit, bon, au lieu de revendre de l'information pour des entreprises, pourquoi ne pas la revendre dans un média de masse? Et c'est comme ça que j'ai intégré l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, je suis journaliste en télévision et radio. Et comment as-tu connu l'association Nos quartiers ont des talents? Alors par le biais de bouche à oreille. Et donc un jour, un ami m'a parlé, qui est dans ce dispositif, m'a parlé de Nos quartiers ont des talents. Donc en disant qu'il aide les jeunes diplômés issus de quartiers dits défavorisés à retrouver un emploi et surtout à se créer un réseau professionnel. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je suis moi-même à la recherche d'un emploi. Et j'ai contacté Nos quartiers ont des talents et j'ai intégré le dispositif. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ce dispositif avec toi? Alors c'était très bien parce que j'ai eu une marraine qui est Audrey Goutard, donc, que je remercie grandement pour tous les efforts qu'elle fournit et tout le temps qu'elle me consacre. Donc on vous aide à la fois à améliorer votre CV, mais le plus important c'est qu'on vous crée un vrai réseau professionnel. Donc elle me met en contact avec des personnes qui sont vraiment dans ce milieu et ça c'est très formateur et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Parce que les jeunes ont les capacités,
ont les diplômes, ont le CV adéquat, mais il leur manque vraiment ce petit élément qui est grand à la fois, qui est le réseau. Qu'attends-tu de la soirée qui nous concerne ce soir? Alors l'objectif de la soirée est très clair, c'est de décrocher un emploi, donc être en contact avec des personnes qui sont peut-être pas à même de me trouver un emploi, mais par le biais de leur réseau, me permettre de décrocher un emploi. Et alors, ça se passe comment? Pour le moment, ça se passe très bien, donc j'ai fait énormément de rencontres, j'ai donné énormément de CV, donc maintenant on croise les doigts très fortement, on verra dans quelques mois. Rendez-vous dans quelques mois. À suivre donc. Une affaire à suivre.